Les cuistots y faisaient leur tambouille, 100 mètres à l'arrière, suffisamment cachés par les taillis. Pour la première fois aux tranchées, on avait mangé chaud et bu du café qui fumait dans les cars. Les Allemands, au début, avaient lancé des torpilles d'énormes tuyaux de poêle qui broyaient tout. Aussitôt, on avait fait venir une section de bombardiers pour leur répondre. Ceux-ci avaient creusé la terre pendant près d'un mois, nuit et jour, charrié des rondins et fait un abri aux étais solides qui ne craignaient rien. Puis ils avaient amené leurs canons. C'était une riche pièce de musée, une sorte de tout petit mortier en bronze qui portait gravé sur son ventre de crapaud ses dates et lieux de naissance. 1848, République française, Toulouse. On le chargeait au jugé. 1 gramme de poudre par mètre. Nous étions à 180 mètres de l'ennemi à peu près. On en mettait 4 cuillères, et pour faire bonne mesure, le sergent bombardier ajoutait une pincée de rabiot. Cela faisait un bruit épouvantable, et le mortier ayant tiré sautait d'effroi. On voyait le boulet décrire en tournoyant une immense parabole, et il tombait où il voulait, dans le bois, acclamé par les Boches, qui, je crois bien, criaient bravo. Cela éclatait parfois, après un court séjour. Les bombardiers avaient touché un autre canon, un vrai, et s'en étaient allés l'essayer ailleurs, nous laissant, avec leurs beaux gourbis, une arme baroque et inoffensive, une espèce de grande fronde ou de baliste faite avec des caoutchoucs et de pneumatiques et de leviers de bois. Avec cet instrument, on pouvait lancer des grenades. Le premier qui avait essayé en était mort. Depuis, les sections de ligne s'en servaient pour envoyer des projectiles les plus imprévus. Des godillots, des bouteilles vides, des bottes de tranchée aux semelles de bois, et en général tous les objets qui traînaient, à condition que leur poids fût satisfaisant.